Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Afrique Mag, le magazine qui vous permet de voyager à travers le continent grâce à la série de reportages que nous vous proposons à chaque fois pour parler de politique, d'économie, de culture et de sport. Nous commencerons le numéro de ce soir par cet événement qu'a abrité Accra, la capitale du Ghana. Il s'agit des travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, une session consacrée à l'examen de nombreuses questions liées à la gestion administrative et financière de l'UA et à l'action africaine commune. Lors de sa participation, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a mis en avant le soutien de l'Algérie à la proposition quant à la tenue en septembre prochain d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union pour préparer le prochain sommet du G20 et définir les objectifs et les priorités suite à l'adhésion de l'UA à ce groupe, saluant la déclaration de la Commission de l'Union africaine relative à la préparation opérationnelle de capacités régionales d'Afrique du Nord. Myriam Demis. Lors de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine à Accra, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a affirmé le soutien de l'Algérie à l'initiative de convoquer une session extraordinaire en septembre prochain en vue de préparer le sommet du G20. Nous avons déjà tranché sur la question de la représentation de l'Afrique à tous les niveaux au G20. La participation n'est pas une fin en soi, il y a deux questions sur lesquelles nous devons axer notre attention. La première est une question de procédure relative aux préparatifs des réunions du G20. La deuxième question, par contre, est thématique, relève du fond, étant donné qu'elle concerne les objectifs escomptés à travers l'adhésion de l'Afrique au G20 et les voies et moyens qui permettent à cette adhésion de mettre en avant les priorités stratégiques de notre continent. Ahmed Attaf a salué la déclaration de la Commission de l'Union africaine concernant la mise en place opérationnelle des capacités régionales en Afrique du Nord. Nous saluons la déclaration de la Commission de l'Union africaine relative à la préparation opérationnelle de capacités régionales d'Afrique du Nord, qui constitue un des organes opérationnels de la force africaine. Cette déclaration intervient après le constat des experts onusiens et africains des différents composants de cette capacité régionale et ses moyens militaires, humains et logistiques à la hauteur des normes internationales en vigueur. En marge de la deuxième journée de cette 45e session, Ahmed Attaf s'est entretenu avec ses homologues sur des questions d'intérêt commun ainsi que sur les voies et moyens de coopération bilatérale. Lors de son entretien avec le ministre sud-africain, le ministre a abordé les principaux enjeux partagés par les deux nations. L'entretien avec le ministre nigérian des Affaires étrangères a porté quant à lui sur les possibilités de développement dans la région sahélo-saharienne et les moyens de renforcer les relations bilatérales. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec son homologue éthiopien pour explorer les voies de renforcement de la coopération bilatérale. Avec le ministre de la Sierra Leone, il a examiné la coordination bilatérale au niveau du Conseil de sécurité dans le cadre du groupe A3. S'agissant des perspectives de coopération bilatérale, le ministre s'est entretenu avec son homologue zimbabwéen et congolais sur les possibilités de renforcer les relations en prévision de l'Union africaine. La première conférence panafricaine de l'Union africaine sur l'éducation des filles et des femmes organisée par le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique s'est tenue à Addis Abeba du 2 au 5 juillet 2024 sous le thème « Priorité à l'éducation des filles et des femmes, une stratégie pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique ». Cette conférence vise à positionner l'accès équitable à une éducation de qualité et le développement des compétences pour les filles et les femmes comme des priorités de l'agenda politique, en particulier dans les situations humanitaires. Bouchara Bouali. C'est sous le thème « Priorité à l'éducation des filles et des femmes, une stratégie pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif de qualité et pertinent tout au long de la vie en Afrique ». La première conférence panafricaine de l'Union africaine sur l'éducation des filles et des femmes s'est ouverte mardi 2 juillet 2024 à Addis Abeba, en Éthiopie.
Durant 4 jours, quelques 300 acteurs de l'éducation des filles et des femmes ont échangé, entre autres choses, sur le statut de l'éducation des filles et des femmes en Afrique et sur le renforcement du plaidoyer en faveur de l'adoption à haut niveau de politiques et de cadres de transformation du genre. Nous savons que la crise actuelle, les tensions géopolitiques et les conflits sur le continent nous ont également fait reculer. C'est pourquoi nous voulons voir comment nous allons revenir et accélérer encore les résultats pour l'éducation des filles et des femmes. Sans négliger celle des garçons bien sûr, car les résultats devront être palpables pour les filles comme pour les garçons. Malgré les progrès réalisés au fil des ans, l'inégalité entre les hommes et les femmes demeure sur le continent, en particulier dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui encore, 32,6 millions de filles en âge de fréquenter l'école primaire ou le premier cycle du secondaire ne sont pas scolarisées en Afrique subsaharienne. Ce chiffre passe à 52 millions si l'on inclut les filles en âge de fréquenter le deuxième cycle du secondaire. Pour pallier le problème, l'Union africaine appelle à garantir un accès équitable à une éducation de qualité et au développement des compétences pour les filles et les femmes, en particulier dans les situations de crise humanitaire. Ne faites aucun doute que l'éducation des filles donne aux femmes des outils et des connaissances et les transforme. Elle leur permet de briser le cycle traditionnel de l'exclusion qui les confine au foyer et les met à l'écart de la prise de décision. De nombreuses études l'ont montré. L'éducation des filles est directement corrélée avec l'amélioration de la santé de la population, en particulier avec la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Une femme instruite réagit plus vite et de manière plus rationnelle devant un problème de santé. Organisé par le département de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation de l'Union africaine par l'intermédiaire du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre de l'année de l'Union africaine pour l'éducation en 2024, a également pour objectif de mobiliser le soutien pour le financement de l'éducation des filles. Chaque année, le monde perd 10 millions d'hectares de forêt selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO, soit l'équivalent de la superficie totale du Rwanda et de la Sierra Leone à cause de l'extension des terres agricoles, l'étalement urbain et l'exploitation minière ou forestière. Et parce que la conservation de notre biodiversité dépend aussi de nos forêts, la République du Congo a lancé les travaux de la première conférence internationale d'afforestation et de reboisement à Kintele. Au terme des travaux, les experts ont proposé une déclaration mondiale d'afforestation et de reboisement auprès des Nations Unies. Malika Bellal. Des millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année dans le monde, souvent pour laisser place à l'agriculture et à l'urbanisation. En Afrique, les pertes dues à la déforestation sont actuellement estimées à 2,8 millions d'hectares de forêts, soit l'équivalent de la Guinée équatoriale, selon le FAO. Pour pallier le problème, la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement s'est ouverte mardi 2 juillet 2024 à Kintele, en République du Congo. Les experts s'accordent à reconnaître que la cause principale du dérèglement climatique est d'origine humaine, notamment les activités industrielles, l'exploitation de bois énergie, l'exploitation illégale des forêts, l'agriculture itinérante surbrûlée et j'en passe. Cette alternative, mesdames et messieurs, c'est l'extension de la couverture forestière mondiale à travers la promotion des plantations forestières et agroforestières. En République du Congo, les peuples autochtones qui sont protégés depuis le 25 février 2011 par la loi portant promotion des droits et protection des autochtones ont salué le leadership des autorités congolaises dans le but de protéger leur écosystème naturel. À l'extérieur du centre international de conférence de Kintele, où ils ont installé leurs tentes, ils soutiennent l'afforestation et le reboisement. Aujourd'hui, on arrive où la première édition de cette grande activité et nous sommes contents de pouvoir expliquer, de dire au monde qu'il y a une ONG, Global Écolo, qui est d'abord une structure des droits congolais à vocation universelle et faire face au monde que non, il y a des gens avec les peuples, c'est
C'est un brassage peuple autochtone et bantou qui ont quitté le département de la Lukwala, qui viennent pour expliquer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce combat-là sans associer les peuples autochtones et qui vivent la forêt réellement et leur vie en dépend. La première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement se tient sous l'égide de l'Union africaine. Elle constitue la matérialisation de la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement annoncée à Sharm el-Sheikh en Égypte en 2022 lors de la 27e conférence des parties COP27 par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Au Tchad, le changement climatique affecte dangereusement le secteur de l'élevage qui constitue environ 40% des activités économiques du pays. À l'est et au centre, la rareté des pluies cause un manque de pâturage pour les bétails, alors qu'au sud, les précipitations causent des inondations qui menacent l'alimentation et la santé des animaux. Les éleveurs nomades qui dépendent totalement de l'environnement sont coincés par ce phénomène climatique et appellent à l'aide les autorités pour sauver leurs troupeaux. Yamina Saïdji. Au Tchad, la mauvaise répartition des pluies cause la rareté de pâturage pour le bétail. Dans certaines zones du centre et de l'est du pays, la sécheresse cause d'importantes pertes pour les éleveurs. De nombreux animaux périssent par manque d'alimentation et ceux qui survivent n'ont pas la force de transhumer vers les zones humides. Les organisations des éleveurs appellent les autorités à venir en aide aux acteurs de la filière en cette période de soudure causée par le changement climatique. Cette année, il y a la sécheresse qui cause un manque d'alimentation pour nos bétails. Il y a moins de pâturage et l'eau se raréfie dans la plupart de nos zones. En plus de tout cela, il y a une forme de maladie animale qui sévit dans nos troupeaux et qui nous inquiète beaucoup. Nous appelons le gouvernement au secours pour l'alimentation et pour les vaccins de prévention de maladies. Par contre, au sud et à l'ouest du pays, les pâturages sont menacés par les inondations causées par des fortes précipitations pluviométriques. Le bétail a du mal à supporter l'humidité qui est à l'origine de la plupart des maladies animales. Un phénomène lié au changement climatique qui affecte les éleveurs et leurs troupeaux ainsi que les revenus des familles nomades. Tout ce problème affecte nos troupeaux et maintenant les vaches sont stressées et ne produisent plus de lait comme avant. Nous souhaitons que les autorités nous aident avec les vaccins pour prévenir les maladies liées à ce genre de situation. Nous avons aussi besoin d'aide pour l'alimentation des bétails et de la nourriture pour notre famille aussi. Pour rappel, bien que le Tchad ait une potentialité d'élevage estimée à plus de 110 millions de têtes de bétail, le pays ne dispose pas d'une industrie de production d'aliments pour bétail. Et l'élevage dépend essentiellement des conditions climatiques. Le pays peine aussi à produire des vaccins pour protéger ses troupeaux des épidémies de maladies animales. Toujours dans le même sujet, la commune de Kintélé a abrité la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Au-delà d'être une rencontre importante de recherche des solutions visant à protéger les forêts de la planète, l'événement promeut également l'économie forestière à travers la mise en valeur des produits et ressources issus de la forêt. À cet effet, une exposition a lieu le long du couloir extérieur du Centre international de conférences de Kintélé. Halim Yaesh. Sur cette allée du Centre international de conférences de Kintélé, en République démocratique du Congo, a été érigé le village des expositions de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Un espace où sont exposés les produits issus de la transformation du bois et d'autres ressources forestières, promouvant ainsi le développement de l'économie forestière. Parmi les exposants, le diacre Albert Niama est venu présenter différents produits thérapeutiques naturels. Nous venons pour contribuer au sujet de cette conférence en ce qui concerne la médecine moderne, mais nous allons renforcer les capacités de cette médecine où dans cette médecine moderne, il y a des pathologies qui n'arrivent pas à traiter, mais nous, au niveau des thérapeutes, nous sommes capables de résoudre les problèmes de ces pathologies. À côté du stand d'Albert, des exposants venus du Rwanda et du Burundi présentent également leurs accessoires dans un stand riche en originalité. C'est la culture des deux pays de faire des artisanats, des arts qui proviennent des herbes
ça n'abîme pas les forêts. On ne coupe pas les arbres. Donc, c'est justement les herbes de la savane, les herbes des marais. On préserve beaucoup la forêt. En dehors du secteur privé, ce village d'exposition offre aussi la possibilité aux entreprises et administrations publiques de valoriser les projets qu'ils pilotent. C'est le cas de la Société nationale des pétroles du Congo, sponsor officiel de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, qui défend son projet dénommé Eco-Zamba. Il vise à terme à reforester 50 000 hectares de zones savanicoles en usant de diverses essences dans le but de séquestrer du carbone. La SNPC est en train de faire un programme pour 3 000 hectares. Pour l'année 2024, c'est 3 000 hectares qui sont pourvus de plantes. Et tout ceci se fait dans un cadre institutionnel bien défini, avec l'accompagnement des ministères, le ministère de l'économie forestière en premier, sous l'égide du PRONA, Programme national d'afforestation et de reboisement. Le village des expositions de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement offre une multitude de produits ligneux et non ligneux. Partons aux Comores à présent. Dans les marchés, pas de traces du riz ordinaire. Les amateurs du riz doivent désormais débourser 1250 francs comoriens pour obtenir 1 kilo de riz de luxe, une habitude à laquelle ils ne sont pas accoutumés. La plupart de la population comorienne consomme du riz ordinaire car c'est le moins cher, comptant à peu près 600 francs comoriens le kilo. Actuellement, ils sont obligés de consommer du riz de luxe, ce qui leur revient plus cher. Dans les marchés, tout comme dans les magasins, les étagères sont pleines de riz de luxe, alors même que des conteneurs de riz ordinaire arrivent au port de Moroni. Dans les marchés, pas de trace du riz ordinaire. Les amateurs de riz doivent désormais débourser 1250 francs comoriens pour obtenir 1 kilo de riz de luxe, une habitude à laquelle ils ne sont pas accoutumés. La plupart de la population comorienne consomme du riz ordinaire, car c'est le moins cher, coûtant environ 600 francs comoriens le kilo. Actuellement, ils sont obligés de consommer du riz de luxe, ce qui leur revient cher. Depuis le mois du Ramadan, je viens ici pour acheter du riz basmati pour nourrir ma femme et mes enfants. En plus de cela, j'achète aussi de viande de volaille. À ce rythme, je serai bientôt fauché. Chaque jour, j'achète 2 kilos de basmati. Pour nous qui ne travaillons pas ou qui n'avons pas beaucoup de moyens, cela ne nous facilite pas la vie. Dans les marchés, tout comme dans les magasins, les étagères sont pleines de riz de luxe. Selon les commerçants, il n'y a aucun espoir de trouver du riz ordinaire. La plupart d'entre eux se lancent désormais dans la vente de riz de luxe. Aucun grossiste n'admet avoir reçu de l'Unicor, alors même que des conteneurs de riz ordinaire arrivent au port de Moroni. Il y a l'offre et la demande. On ne peut pas être des gendarmes des commerçants. Les commerçants viennent vers l'Unicor demander un produit. C'est vrai, il y a certains manquements, mais les commerçants aussi doivent prendre leurs responsabilités. Parce qu'on vous livre un produit, vous devez le distribuer auprès de la population. Cette fois-ci, l'Unicor s'est organisé, s'est préparé afin que le riz va auprès de la population comorienne. Des dépotages des riz ordinaires ont eu lieu, mais la population n'arrive pas à en obtenir. L'arrivée de ce nouveau conteneur marquera-t-il la fin d'une longue pénurie ou le début d'une crise à l'approche des festivités et de grands mariages où la population a tendance à consommer beaucoup de riz ordinaire? Le tissage de pagne au Togo a fait du chemin grâce au savoir-faire des tisserands et tisserandes. Le centre artisanal et de formation en tissage CAFTIS, basé à Dapang, apporte sa pierre à la promotion de l'artisanat au Togo. Il a organisé à Mongo une formation sur les techniques de tissage du quinté à double face CAFTIS et une formation également en gestion d'une micro-entreprise au profit des tisserands de la région des Savanes. Ces femmes tisserandes, une soixantaine, venues de la région des Savanes, confectionnent des pagnes traditionnels tissés qui constituent leur principale source de revenus pour assurer leur autonomie. Nombreuses sont celles qui sont dans le loto. Aujourd'hui, grâce au centre artisanal et de formation en tissage CAFTIS, elles enrichissent leur offre en produits de tissage, le quinté à double face. Aujourd'hui au Togo, plus de 17 000 tisserands
sont déjà là avec le CFA et doivent travailler dans ce secteur-là et vivre de ce métier-là. Nous rencontrons quelques difficultés de débouchés. Nous avons dit qu'il fallait peut-être essayer d'être polyvalent en essayant d'être tisserands locaux, d'être tisserands quintés et même d'afani. Avec cette compétence de tissage des pains quintés, nous pouvons vraiment faire face, n'est-ce pas, aux défis qui sont devant nous. 8 jours de vie commune à la chambre préfectorale des métiers de Mango pour apprendre du caftis, les techniques de tissage du quinté à double face. Elles repartent avec des certificats de fin de formation. Désormais, elles s'inscrivent dans le professionnalisme. Avant, je faisais le tissage locaux. Nous sommes venus ici pour faire la formation de tissage quinté. On a vu qu'on a falsifié notre panier locaux qui se vend à moindre prix. Et notre marché ne marche pas. La formation de tissage quinté à double face peut m'aider à améliorer notre condition de vie, à pouvoir s'occuper des besoins de nos enfants, à satisfaire notre propre besoin. On nous a appris comment gérer notre atelier. Le centre artisanal et de formation en tissage CAFTIS se veut le creuset des pagnes traditionnelles et de mise en valeur des tissus locaux. Il forme des apprenants et offre des sessions de recyclage en tissage de pagnes traditionnelles. La formation de Mango sur les techniques de tissage du quinté à double face et sur la gestion d'une micro-entreprise a reçu l'appui financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, FNAF-PP. Volubile et Locace, c'est la marque des perroquets de Bangui, une troupe théâtrale dont Gervais et Évariste sont membres. Ils se font spécialistes de la caricature de la société comme moyen d'insuffler un développement par la sensibilisation et la prise de conscience. Le groupe, qui est né en 1988, a gagné de la notoriété grâce à son abnégation et son amour du travail. Bouchara Bouali. Sur scène, ils créent comme un chahut intelligible autour de sujets inhérents à la vie dans leur pays, la Centrafrique. Comme des perroquets, Évariste et Gervais de la troupe théâtrale Les Perroquets de Bangui ont comme un don pour traduire en humour les mots, tares, comportements, réussite et échecs de l'environnement dans lequel ils vivent. Une caricature qui, de leur avis, vise à attirer l'attention et d'éveiller les consciences africaines. Comme le nom indique de la compagnie, nous sommes de la compagnie théâtrale Le Perroquet de Bangui. D'abord, le perroquet que vous le connaissez très bien. Le perroquet, c'est un oiseau qui regarde, qui observe, qui dénonce. Et à travers ce que nous faisons, à travers nos humours, nous sommes en train de véhiculer des messages pour que nous, les Africains, nous arrivons à prendre en main notre destinée. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, dans les humours, comme vous savez aussi, tout est théâtralité au fait. Tout est théâtralité. Donc, nous, on utilise ce canal-là pour véhiculer des messages pour que l'Afrique puisse changer un jour. Gervais, humoriste, et Évariste, enseignant de lycée, ont fait de la comédie leur gagne-pain. En plus de leur répertoire humoristique très riche, ils réalisent aussi des pièces didactiques pour des institutions. En 2019, la troupe a été mise à contribution dans la réalisation d'une comédie didactique pour la sensibilisation contre le coronavirus. Et nous, on ne fait que du théâtre, notre métier. Ça, c'est notre métier. On ne vit que du théâtre. Donc voilà, si on nous donne le travail, on respecte. Nous nous respectons nous-mêmes, on respecte le travail et voilà, on respecte aussi les autorités, on respecte aussi nos publics. Notre objectif, c'est de sensibiliser, conscientiser la population, non seulement les membres du gouvernement, la population tout entière, pour que nous-mêmes, nous en arrivons, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que nous, notre objectif, c'est de faire changer un jour l'Afrique. 36 ans que la compagnie théâtrale Les Perroquets de Bangui travaille à peaufiner son art au service d'une audience toujours plus grande. Elle s'est assurée au fil du temps de la notoriété qui s'est traduite notamment par sa participation à Monaco en 2021 au Mondial de théâtre amateur où elle s'est adjugée le prix du meilleur spectacle ou encore en Afrique à un incroyable talent en 2017 en terminant vice-championne. Sport à présent, à quelques jours des Jeux Olympiques 2024, le sprinteur Emmanuel Essémé, vice-champion d'Afrique, prépare sereinement le rendez-vous de Paris. Conscient de sa performance en demi-teinte lors des championnats d'Afrique d'athlétisme senior organisés dans son pays du 21 au 26 juin 2024, le médaillé d'or des Jeux de la francophonie veut marquer les esprits aux Jeux de Paris.
Après sa prestation en demi-teinte lors des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior, organisé au Cameroun du 21 au 26 juin 2024, Emmanuel Essémé, le vice-champion d'Afrique senior au 100 mètres et médaille de bronze aux 200 mètres, a le regard tourné vers les Jeux olympiques de Paris 2024. Au 100 mètres, son épreuve de prédilection, Essémé va tutoyer les athlètes les plus flamboyants, comme l'Américain Marcel Jacobs, vainqueur des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, avec une marque de 9 secondes 80e. Le podium à Paris, c'est vraiment mon rêve, donc je mets beaucoup de travail pour pouvoir accomplir ce rêve. Le jeune travailleur, toujours prêt à défier le temps, est en train de préparer techniquement et spécifiquement les Jeux olympiques de Paris. Oui, les préparations sont très spécifiques en ce moment parce que nous avons juste un peu plus de 30 jours devant nous. Après avoir remporté le 100 mètres de la prestigieuse Diamond League le 19 mai 2024 en 10 minutes 11 secondes, le jeune athlète a répété l'espoir en Italie lors du meeting de Griffon et le 2 juin 2024 en remportant la Diamond League de Stockholm en 10 minutes 16 secondes. Le natif de Yaoundé au Cameroun voudrait courir en dessous de 10 secondes pour espérer une place au podium des Jeux de Paris. Comme je le dis toujours, rien. Je promets juste à moi-même de pouvoir me donner à fond. Parce que je sais que ce sera une compétition où j'aurai une lourde charge de représenter mon pays. À noter que depuis 2023, Emmanuel Essémé laisse sa touche à toutes les compétitions où son nom est inscrit. Que ce soit sur les pistes en plein air ou en salle, on lui associe sa réputation de sprinter déterminé. Le talent et la combativité de l'athlète de 30 ans font reposer sur lui l'espoir d'une médaille pour le Cameroun aux Jeux de Paris 2024. Au cours de l'histoire des Jeux olympiques, certaines équipes et athlètes ont marqué leur discipline de leur empreinte. En prélude des Jeux olympiques de Paris 2024, nous sommes allés à la rencontre de l'ancien international camerounais Pierre Womeland, l'un des artisans du Sacre des Lions indomptables à Sydney en 2000. Aujourd'hui, âgé de 45 ans, le médaillé d'or olympique revient sur la victoire olympique des Lions indomptables, le plus grand succès du football camerounais. 24 ans après le titre olympique du Cameroun, remporté face à l'Espagne après 2 buts partout au temps réglementaire et 5-3 au tir au but, Pierre Womeland semble toujours sur un nuage quand il retrace le parcours des Lions indomptables en Australie. Âgé à l'époque de 21 ans, Pierre et ses coéquipiers Samuel Eto'o et Tammy Mayer-Lorraine, Jérémy Njitap, avaient remporté 6 mois plus tôt la Coupe d'Afrique des Nations au Nigeria et le titre olympique ne figurait pas alors parmi les objectifs des poulains de l'entraîneur Jean-Paul Akono. Déjouant tous les pronostics en quart de finale, le Cameroun triomphe du Brésil de Alex, de Lucio et de Ronaldinho devant un public de 40 000 supporters survoltés au stade Brisbane Cricket Ground. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait en poule déjà et ensuite en quart et en demi, on croyait sans croire. Ça veut dire qu'on avançait, mais on se disait est-ce que nous allons vraiment avoir la médaille qu'il faut? Celle qu'il faut était là. Mais nous sommes arrivés à obtenir ce que nous voulions à l'époque. Très jaloux de sa médaille d'or, le champion olympique reste néanmoins déçu de la non-qualification des Lions indomptables aux prochains Jeux olympiques prévus du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris. Ça a été difficile d'accepter que nous ne sommes pas qualifiés pour. Mais bon, c'est que dans le sport où ça passe ou ça ne passe pas. Donc, en tant que sportif de haut niveau, je pêche avec beaucoup de tact. La médaille est toujours là, bien gardée, bien conservée. Elle est toujours là, bien gardée dans un coffre-fort. Bien conservée surtout et bien gardée. L'ancien lion indomptable qui œuvre aujourd'hui à la promotion et au développement du football local caresse le doux rêve que la génération actuelle, bien que ne prenant pas part au JO, réécrive en lettres d'or l'histoire du football camerounais. Voilà, ainsi s'achève ce numéro d'Afrique Mag. Merci à nos amis techniciens du Studio 2. Merci à notre script Amina Boukhalfa qui a veillé à la réalisation de ce numéro. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.